Dans cette vidéo, on va faire quelques rappels de terminal sur les fonctions convexes et on développera en particulier la partie qui concerne les inégalités. Je vais commencer par vous rappeler la définition d'une fonction convexe. Commençons par faire un dessin pour expliquer la définition géométriquement. Eh bien, si je prends n'importe quel point situé sur le graphe de la fonction, si je dessine le segment qui est formé par ces points, ce segment doit se situer au-dessus de la partie du graphe de f qui l'interprète. On a aussi coutume de dire que ce segment-là, c'est une corde et que la corde se trouve au-dessus de l'arc intercepté, ou l'arc se trouve en dessous de la corde. Donc une fonction convexe, c'est une fonction qui possède cette propriété, mais ceci doit avoir lieu quels que soient les points du graphe de la fonction. Donc maintenant, passons à l'écriture de la définition en toute rigueur. On va se donner i un intervalle de r, et on va se donner f une application qui est définie sur i à valeur dans r. On dit que la fonction f est convexe lorsque, pour tout AB appartenant à i, tel que a est strictement plus petit que b. Le graphe de f sur l'intervalle AB est situé en dessous du segment AB, où a est le point de coordonnées AF de A, et B est le point de coordonnées BF de B. On va bien préciser tous ces éléments de vocabulaire sur un dessin. Si je me donne petit a et petit b, qui sont tous les deux dans l'intervalle i où la fonction f est définie, le point A de coordonnées AF de A se situe ici. On retrouve ici le point de coordonnées AF de A et ici le point de coordonnées BF de B. Voilà ce qu'on appelle le segment AB, ou la corde, et voilà la partie du graphe de la fonction f sur le segment AB. Donc le graphe de f sur l'intervalle AB doit toujours être situé en dessous du segment AB, l'arc est situé en dessous de la corde. Et ceci doit être valable pour tout AB appartenant à I. Si je considère par exemple la fonction dont le graphe est donné par ces points-là, si je choisis respectivement en point A et en point B les points du graphe qui sont situés ici et ici, qui correspondent respectivement à cette valeur de petit a et à cette valeur de petit b, là on voit tout de suite que la partie du graphe entre A et B n'est pas située en dessous de la corde. La fonction f qui est ici n'est pas convexe. Ici, par contre, on a bien affaire à un graphe convexe. Quels que soient les points que vous prenez, vous voyez tout de suite que la corde sera toujours située au-dessus du graphe qui l'intercepte, c'est-à-dire au-dessus de l'arc intercepté par la courbe. Donc ça, c'est le graphe d'une fonction convexe. Ici, on a le graphe d'une fonction qui n'est pas convexe, puisque là, la corde n'est pas située au-dessus de l'arc. De la même manière, on définit la notion de fonction concave en remplaçant dans la définition ci-contre en dessous par au-dessus. Le graphe de la fonction suivante est concave, puisque si je prends n'importe quel couple de points sur le graphe de la fonction, je vois que le graphe de la fonction f sur l'intervalle considéré est bien situé au-dessus de la corde. Et ceci sera valable pour n'importe quel couple de points qu'on prendra sur le graphe de la fonction f. Donc voilà une fonction concave, voilà une fonction convexe. Cette fonction, elle est donc ni convexe ni concave. Intégrez bien le vocabulaire qu'on va utiliser dans ce cours. Ici, on trouve donc la corde AB ou le segment AB. Et ici, vous avez le graphe de f sur le segment petit a, petit b. Alors enchaînons avec quelques exemples de fonctions usuelles dont on peut dire, avec le graphe que vous avez vu en cours, si elles sont convexes ou concaves. Si vous prenez n'importe quelle fonction qui a x associe à x plus b, où les nombres a et b sont des nombres réels fixés, c'est-à-dire une fonction affine. Une fonction affine, son graphe, c'est une droite. Donc là, la corde et l'arc sont confondus. Donc ces fonctions, elles auront la propriété d'être à la fois convexes et concaves. Corde et arc étant confondus. Et ceci sur tout l'intervalle R. Si je considère maintenant le graphe de la fonction qui a x associe x carré, la fonction carré. Le graphe de la fonction carré est une parabole, on voit bien que la fonction f est convexe, puisque si vous prenez n'importe quel point du graphe de f, si vous tirez la corde, elle sera bien située au-dessus du segment qu'elle intercepte. On a bien la propriété de convexité pour la fonction carré. Si vous prenez maintenant la fonction f qui a x associe racine de x, la fonction racine carrée, que l'on considère sur R+, ici on a affaire à une fonction concave. Si vous prenez n'importe quel point du graphe de f, vous voyez que la courbe sur l'intervalle considéré sera bien située
au-dessus de la corde. Et ce, pour n'importe quel couple de points pris dans R+. On pourrait multiplier les exemples, mais on voit à travers les exemples qu'on a donnés la nécessité d'essayer de trouver des caractérisations plus simples, non géométriques, de la convexité. La définition géométrique est bien entendu très importante, mais il faudrait qu'on soit capable de trouver des arguments calculatoires qui permettent de démontrer rapidement et efficacement qu'une fonction est convexe. On va parvenir à énoncer une caractérisation pour des fonctions convexes dérivables. En effet, si ma fonction est dérivable, on est capable de tracer la tangente au graphe de la fonction en n'importe quel point de son ensemble de définition. Et là, on peut regarder ce qui se passe sur la pente de ces différentes droites. Vous notez que si la fonction est convexe, les pentes vont en croissant. La caractérisation qu'on va donner est fondée sur la remarque suivante. Si vous prenez le graphe d'une fonction convexe, dérivable, vous voyez ici que les pentes des tangentes ont des points qui sont situés dans le sens des abscisses croissantes, ont des pentes qui sont de plus en plus grandes. Or, la pente dans la tangente de f en un point, elle est donnée par le nombre dérivé. Ce qui veut donc dire que si f est une fonction convexe dérivable, visiblement, sa dérivée est croissante, et réciproquement. Eh bien, ce résultat qu'on va citer, qu'on démontrera d'ailleurs cette année, c'est un théorème de caractérisation des fonctions convexes dérivables. Si je me donne i un intervalle de R, et f une application définie sur i à valeur dans R, si f est dérivable sur i, alors f est convexe si et seulement si la fonction dérivée f' croît sur l'intervalle i. Alors on voit tout de suite qu'on va pouvoir obtenir une caractérisation des fonctions convexes encore plus simple si f est 2 fois dérivable. Alors comme on sait qu'une fonction dérivable et croissante si et seulement si sa dérivée est positive, pour ces fonctions 2 fois dérivables, on pourra dire que f est convexe si et seulement si la dérivée seconde de f est positive ou nulle sur l'intervalle i. Ces deux caractérisations sont particulièrement intéressantes puisqu'elles ne sont cette fois-ci plus géométriques. On a un critère simple à vérifier pour savoir si une fonction est convexe ou n'est pas convexe. Si on étudie immédiatement un exemple, si je prends l'exemple de la fonction qui a x associé exponentielle x sur R. La fonction f est évidemment 2 fois dérivable et la dérivée seconde de f est facile à calculer puisque la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même. Donc si vous la dérivez 2 fois, vous allez récupérer exponentielle x, qui est un nombre qui est positif pour tout x appartenant à R. On en déduit donc que comme la dérivée seconde est positive, la fonction exponentielle est donc bien convexe sur R. On peut maintenant effectuer aussi une vérification pour la fonction carré. Si on revient à l'étude de la fonction qui a x associe x carré, qui est polynomiale, donc indéfiniment dérivable, on a que la dérivée première de f est égale à 2x, et la dérivée seconde de f est égale à 2, qui est bien positif ou nul, et ceci pour tout x appartenant à R. On récupère donc bien que la fonction carré est une fonction convexe. Ce qu'on avait constaté géométriquement, on a maintenant un outil efficace pour pouvoir produire une démonstration. On va voir qu'on va pouvoir produire un théorème analogue pour les fonctions concaves. Ainsi, le théorème sur la concavité s'énonce de la façon suivante. Si je prends i un intervalle de R et f une application définie sur i à valeur dans R, si cette fonction est dérivable, f est concave si et seulement si sa dérivée décroît sur l'intervalle i. Et si on suppose que f est 2 fois dérivable sur l'intervalle i, la fonction est concave si et seulement si sa dérivée seconde est négative. On peut là encore donner un exemple. Considérons la fonction f qui a x associe ln de x sur l'intervalle r plus étoile, son ensemble de définitions. F est indéfiniment dérivable sur cet intervalle, c'est-à-dire on peut la dériver autant de fois que l'on veut. Je peux bien affirmer que pour tout x c'est strictement positif. La dérivée première, c'est la fonction inverse. Et la dérivée seconde, c'est la dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Comme cette fonction est négative ou nulle sur r plus étoile, on en déduit que la fonction logarithme est concave. On n'avait pas le moindre doute à ce sujet, puisque le graphe de la fonction logarithme a cette allure, c'est bien l'allure d'une fonction concave. Je rappelle que cette fonction tend vers moins l'infini en 0+, et s'annule une et une seule fois. Effectivement, une dernière remarque qui porte sur les fonctions convexes dérivables, et on verra concave dérivables, on aura des propriétés similaires.
Donc je considère le graphe d'une fonction convexe, que je vais appeler f. Eh bien je note que si je prends n'importe quel point du graphe de f, il semblerait bien que si je trace la tangente au graphe de f en n'importe quel point, eh bien il semblerait que le graphe de la fonction soit situé au-dessus de sa tangente. Alors je vous rappelle que l'équation de sa tangente est donnée par y est égal à f' de a x moins a plus f de a. Nous allons démontrer que si f est une fonction convexe dérivable, alors pour n'importe quel point a de l'ensemble de définition de la fonction f, le graphe de la fonction f est situé au-dessus de la tangente au graphe de f au point A. Donc je mets clairement les hypothèses qu'on va se donner. F est une application convexe sur l'intervalle i, et je vais supposer que cette fonction est dérivable sur l'intervalle i. On va tout de suite cibler notre objectif. L'objectif est de démontrer que quel que soit le point de l'intervalle i que l'on considère, et quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f de x sera supérieur ou égal à f de a plus f' de a fois x moins a. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Alors on se retrouve confronté à un problème qu'on a été amené à étudier dans les petites vidéos précédentes. On a démontré qu'une expression de x est plus grande qu'une autre expression de x. Je vous ai dit, il faut tout de suite se ramener à un problème de signe. Donc je vais considérer la fonction phi, qui est définie par phi de x va être égale à f de x, moins l'expression qui est ici. Attention à la distribution du signe moins quand on développe. Donc moins f de a, moins f' de a, fois x moins a. L'objectif est de démontrer que cette fonction phi est à valeur positive ou nulle, ce qui viendra bien démontrer l'inégalité souhaitée. Pour ça, je vais étudier les variations de phi. Je constate que la fonction phi est une fonction dérivable. C'est une somme de fonctions dérivables. On peut aussi noter que le calcul de la dérivée est simple. Donc je vais calculer la dérivée de cette fonction comme une somme de fonctions dérivables. Quand je dérive ceci par rapport à x, j'obtiens f' de x. Ce terme est une constante par rapport à x, donc sa dérivée est nulle. Et ici, je retrouve une constante multipliée par x moins a. Donc on obtient f' de a multiplié par la dérivée de x moins a qui vaut 1. Donc la dérivée de la fonction phi, c'est la fonction qui à x associe f' de x moins f' de a. Or, le signe de cette expression est assez facile à obtenir. Comme la fonction f est supposée convexe, on sait par caractérisation des fonctions convexes que la fonction f', elle croît. C'est le théorème qu'on a cité tout à l'heure. On obtient donc que cette expression est positive ou nulle si x est supérieur ou égal à a, et elle est négative ou nulle si x est inférieur ou égal à a. On peut donc dresser le tableau des variations de la fonction phi. Donc on indique le point où la dérivée change de signe. On a vu que la dérivée est positive si x est plus grand que a, donc on va avoir une fonction qui va être croissante à droite de a et qui va être décroissante à gauche de a. Si vous calculez la valeur de phi de a va être égal à f de a moins 0. Donc phi de a va être égal à 0. On en déduit donc que la fonction phi atteint son minimum au point A et que ce minimum vaut 0. Donc, on récupère que pour tout élément de l'intervalle i, phi de x est supérieur ou égal à 0. Or, ce que l'on cherchait, c'était à montrer que la fonction phi était à valeur positive, ce qui est complètement équivalent à dire que l'on a cette inégalité quel que soit a et quel que soit x appartenant à i. On vient donc bien de démontrer que si une fonction est convexe et dérivable sur un intervalle, eh bien le graphe de la fonction f est situé au-dessus de toutes ses tangentes. Évidemment, on peut démontrer une propriété analogue pour les fonctions concaves, mais cette fois-ci, le graphe de f sera situé simplement en dessous de ses tangentes. On va voir quelques applications de ces résultats sur des petits exercices. Comme premier exercice, on va démontrer une inégalité qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes. On va montrer que quel que soit x est strictement plus grand que moins 1, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Mais cette fois-ci, on va démontrer cette inégalité, non pas en se ramenant à un problème de signe et en étudiant les variations d'une fonction, mais en utilisant la convexité et la concavité de fonctions qui interviennent dans cette inégalité. Je vais déjà m'intéresser à la construction du graphe de la fonction qui a x associé à ln de 1 plus x. Cette fonction, je vais l'appeler f. Alors on voit que construire ce graphe n'est pas très difficile, il suffit de translater le graphe de la fonction logarithme par une translation de vecteur moins i. On voit tout de suite que cette fonction s'annule une et une seule fois en 0, puisque la fonction logarithme s'annule une et une seule fois en 1. Ce qui va nous intéresser, c'est la forme du graphe, et pour ça, je vais étudier la concavité ou la convexité de celui-ci. Cette fonction-là est dérivable comme composée de fonctions dérivables. C'est la composée de la fonction logarithme et d'une fonction affine. Et le calcul de sa dérivée
ne pose pas de problème lorsque x est strictement plus grand que moins 1. On obtient 1 sur 1 plus x, dérivée de la fonction logarithme composée avec 1 plus x, multipliée par la dérivée de 1 plus x qui est égale à 1. Cette dérivée, elles vont donc 1 sur 1 plus x. Cette fonction est elle-même une fonction dérivable comme composée de fonctions dérivables. Si je redérive cette fonction, je vais récupérer moins 1 sur 1 plus x au carré. C'est une fonction de la forme 1 sur u, sa dérivée c'est moins u' sur u carré. Et là on voit tout de suite que la dérivée est négative ou nulle sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On en déduit donc que la fonction f est une fonction concave. Là encore une fois, je vous l'avais dit, pas de surprise. Donc si on trace le graphe de cette fonction, on va avoir une fonction qui tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins 1, qui passe par 0, puis qui va tendre assez mollement vers plus l'infini. Donc voilà le graphe y est égal à ln de 1 plus x. Donc j'ai dessiné le graphe d'une fonction concave qui est simplement obtenue par translation de vecteur moins i par rapport à la fonction logarithme. Mais si je trace maintenant sa tangente à l'origine, cette fonction est dérivable, on a bien une tangente. Cette tangente, c'est la droite d'équation y est égale à x. En effet, si j'écris l'équation de cette tangente, c'est f de 0 plus f' de 0 multiplié par x moins 0. f de 0 est égal à 0, f' de 0 est égal à 1, donc on récupère bien que y est égal à x. Mais si j'applique ma propriété sur les fonctions concaves, je sais que comme la fonction f est concave, sur tout l'intervalle de définition, la tangente va être située au-dessus du graphe de la fonction. Donc on récupère que x est supérieur ou égal à ln de 1 plus x pour tout x strictement plus grand que moins 1. On a donc bien réussi à récupérer cette inégalité simplement comme une inégalité de convexité. Alors on dit convexité pour convexité ou concavité. On ne dit pas en général une inégalité de concavité. Même quand on travaille avec une fonction concave, on dit que ces inégalités-là sont des inégalités de convexité. Et c'est gagné. Alors nous allons maintenant démontrer un encadrement de la fonction sinus sur l'intervalle 0π sur 2 qui nous sera bien utile pendant ces 2 années. Bon, déjà la fonction sinus est dérivable sur l'intervalle 0π sur 2, elle est dérivable autant de fois que je veux, et il est bien connu que la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Je peux donc dériver une seconde fois cette expression puisque la fonction cosinus est dérivable, et la dérivée de la fonction cosinus, c'est l'opposé de la fonction sinus. Je vous rappelle que le sinus se lit sur le cercle trigonométrique. Quand x est compris entre 0 et π sur 2, on est sur cette partie-là. Le sinus de n'importe quel angle situé dans cette partie-là se lit en ordonnée. Donc le sinus, il est positif ou nul lorsqu'on est entre 0 et π sur 2. Donc son opposé sera négatif ou nul. On en déduit donc que la fonction sinus est concave, attention, sur l'intervalle 0π sur 2, puisque sa dérivée seconde est simplement négative ou nulle sur cet intervalle. Donc je vais dessiner la partie du graphe de la fonction sinus sur l'intervalle 0π sur 2, en m'aidant des éléments qui sont intéressants lorsqu'on veut déterminer le graphe d'une fonction. Alors je sais que sinus de 0 est égal à 0, ce qui pourrait nous intéresser, c'est quelle est l'équation de la tangente à l'origine, pour céder de la tangente pour construire le graphe de la fonction sinus. Or, la pente de la tangente à l'origine, c'est le nombre dérivé. Sinus prime de 0, c'est cosinus de 0, qui est égal à 1. Donc on va avoir une tangente qui admet comme équation y est égal à x. Voilà l'équation de la tangente au graphe de la fonction sinus en 0. Alors si je place π sur 2 et si je place la valeur de la fonction sinus en π sur 2, on sait que la fonction sinus atteint son maximum 1 en π sur 2. On va donc avoir une tangente horizontale en ce point. Je trace le graphe de la fonction sinus. Cette fonction, elle est croissante sur l'intervalle considéré et elle arrive ici avec la tangente horizontale. Là, je vois déjà gratuitement qu'on vient de démontrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0π sur 2, on vient de démontrer que sinus x est plus petit que x. Puisqu'on a vu que pour une fonction concave sur un intervalle donné, le graphe de la fonction est situé en dessous de sa tangente. Donc je sais déjà que sinus x est plus petit que x, quel que soit x appartenant à 0π sur 2. On n'a plus qu'à justifier maintenant de la minoration. Pour la minoration, je vais m'intéresser à une autre fonction affine qu'on peut comparer au graphe de la fonction sinus, c'est cette corde-là. Or, cette corde est une équation du type y est égal à ax. Comment on va lire la pente? Quand on avance de π sur 2 ici, on augmente de 1 ici. La pente, elle est donc égale à 2 sur π. L'équation de la droite ici qui représente la corde de cette partie de courbe, c'est y est égal à 2 sur πx. Mais comme la fonction sinus restreint à l'intervalle 0π sur 2 est concave, on sait que le graphe de la fonction sur cet intervalle est situé au-dessus de la corde.
On récupère donc par concavité de la fonction sinus sur cet intervalle que sinus x est supérieur ou égal à 2 sur πx, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0π sur 2. On vient bien de justifier cet encadrement de sinus simplement en exploitant des propriétés de convexité. Donc on voit que lorsqu'il s'agit de comparer une fonction avec une fonction affine, regardez si c'est une corde, regardez si c'est une tangente pour obtenir des inégalités de façon très efficace.